Bien, toujours dans le cadre du module d'immunologie et immunopathologie pour nos chers étudiants de 4e année de médecine en 2e semestre, nous allons traiter le chapitre des vascularites systémiques, un chapitre qui a la réputation d'être un chapitre difficile, mais en fait, il faut juste essayer de le simplifier et de donner les principaux messages qui vont servir justement pour tout le monde, et notamment le médecin généraliste dans sa prise en charge quotidienne. Alors, le plan sera très simple. On va introduire bien sûr la question, puis on va voir un petit peu la classification des vascularites systémiques, comment on fait le diagnostic, donc les principaux principes diagnostiques, et puis bien entendu les principes thérapeutiques. Ça sera difficile pour nous d'aborder chaque vascularite à part, mais déjà le fait de connaître les principaux principes thérapeutiques, c'est quelque chose finalement c'est le plus important à savoir. Comme son nom l'indique, vascularite, c'est quoi? C'est une inflammation de la paroi vasculaire et aussi une inflammation périvasculaire, donc au niveau du vaisseau et autour du vaisseau. Et on sait très très bien que quand il y a une inflammation, il y a des phénomènes qui se passent. Premier phénomène, c'est un épaississement de la paroi vasculaire, et cet épaississement, il va forcément empiéter sur la lumière vasculaire et donner ce qu'on appelle les sténoses, donc une réduction de la lumière. Les traumatismes occasionnés justement par cette inflammation vont entraîner une activation de la cascade thrombotique, et ça va donner non pas des sténoses mais des thromboses, c'est-à-dire une obstruction totale du flux sanguin et de la circulation sanguine. Et puis une paroi vasculaire inflammatoire est une paroi qui est fragilisée, et cette fragilisation va déboucher sur le développement d'anévrisme et bien sûr le risque d'avoir des symptômes d'ordre hémorragique. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a des manifestations cliniques chez les patients qui ont une vascularite, il y a, je dirais, un mariage ou une association signe thrombotique ischémique et signe hémorragique. La classification, il y a plusieurs classifications, enfin, c'est classification avec S. Il y a la classification bien sûr en fonction de la taille et de la topographie des vaisseaux, mais aussi une classification étiologique en fonction du fait est-ce que cette vascularite est entre guillemets secondaire, c'est-à-dire elle est due à quelque chose, ou une vascularite entre guillemets primitive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de facteur évident identifiable, mais c'est une vascularite qui est née comme ça sans qu'on puisse savoir la cause exacte, notamment pas d'infection, pas de néoplasie, pas de connectivité. On va entrer dans les détails dans quelques instants. Bien sûr, avoir une vascularite de la peau n'est pas la même chose qu'avoir une vascularite du système nerveux. Donc la topographie des atteintes est primordiale pour le pronostic. Le pronostic, bien sûr, qui va dépendre justement de ces atteintes viscérales, mais qui va dépendre aussi des complications des traitements, notamment les traitements immunosuppresseurs des vascularites primitives. Quand on a une vascularite primitive, le traitement va être corticoïde immunosuppresseur, et ces corticoïdes immunosuppresseurs comportent des effets secondaires, et il va falloir pouvoir gérer ces effets secondaires. Alors, comme j'ai dit, classification, on aurait dû peut-être mettre classification avec S, c'est juste pour dire qu'il y a une classification par calibre du vaisseau, et puis il y a une classification par cause de la vascularite, et on va voir que sur le plan pratique, diagnostic thérapeutique, ces deux classifications sont essentielles. Alors, par étiologie ou par ordre étiologique, il y a les vascularites primitives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause secondaire, et puis les vascularites secondaires. Alors les vascularites primitives, la classification la plus emblématique des vascularites primitives n'est autre que cette fameuse classification de Chapelle-Hill. Et cette classification de Chapelle-Hill, elle va diviser les vascularites en vascularites de gros vaisseaux, donc les vaisseaux de gros calibre, vascularites des moyens vaisseaux, vaisseaux de moyen calibre, et les vascularites des petits vaisseaux, donc les vaisseaux de petit calibre. On va entrer dans les détails de ces différentes vascularites donc dans les plaques suivantes, mais juste sachez que les vascularites des vaisseaux de gros calibre sont d'abord la maladie de Horton, ou l'artérite temporale du sujet âgé, et la maladie de Takayasu. Il y a les vascularites des vaisseaux de moyen calibre, c'est essentiellement la périartérite noueuse de l'adulte, et la maladie de Kawasaki, son corollaire chez l'enfant.
Et puis il y a les vascularites des vaisseaux de petit calibre, avec notamment ce qu'on appelle le groupe des vascularites en K+. Retenez le mot en K, on va voir ce que ça veut dire dans quelques instants. Et puis il y a donc ces vascularites en K+, qui sont en rouge, maladie de Wegener, le syndrome de Churg-Strauss et la polyangite microscopique. Et puis aussi les trois autres entités, vascularites petits vaisseaux, le purpura rhumatoïde, la cryoglobulinémie et les vascularites cutanées leucocytoclasiques. Voilà un aperçu en image de ce que je viens de dire et voilà avec les entités du gros calibre, les entités du moyen calibre et les entités du petit calibre. Alors comme j'ai dit, ça c'est une classification des vascularites primitives en fonction de la taille du vaisseau, mais il y a aussi une classification étiologique et cette classification étiologique selon le fait est-ce que c'est une vascularite qui admet une cause sous-jacente ou c'est une vascularite qui n'admet aucune cause sous-jacente. La vascularite primitive n'admet aucune cause sous-jacente identifiable. Par contre, les vascularites secondaires admettent une cause sous-jacente et cette cause sous-jacente peut être à la fois infectieuse, connectivite, affection maligne ou encore vascularite médicamenteuse. C'est pas la peine d'entrer dans les détails, vous avez la plaque devant vous et vous allez tout simplement vous dire que quand on a une vascularite infectieuse ou quand on évoque une infection, on va sortir les trois tiroirs. Le tiroir de la bactérie, le tiroir du virus et le tiroir du parasite et je n'entre pas dans les détails. Ce qui est en rouge, c'est les principales infections pourvoyeuses de vascularite systémique. Avoir une vascularite doit déboucher entre autres sur une recherche systématique de néoplasie et quand on dit néoplasie, il y a l'hémopathie, il y a les cancers solides, donc là aussi un bilan néoplasique s'impose, on ne peut pas, on n'a pas le droit de retenir une vascularite primitive avant d'avoir écarté une cause néoplasique entre autres sous-jacente. Là aussi, il ne faut pas passer à côté d'une vascularite médicamenteuse pour une raison simple, c'est que ça peut être grave. Pour une autre raison simple, c'est que l'arrêt du médicament permet d'arrêter les dégâts. Et donc, quand on a quelqu'un qui a une vascularite, toujours regarder est-ce qu'il prend un médicament X ou Y, est-ce qu'il prend des plantes, est-ce qu'il est exposé professionnellement à quelque chose. Donc la notion du toxique de manière générale doit être examinée et il va falloir regarder est-ce que ce patient, oui ou non, prend quelque chose comme ça parce que tout simplement le simple arrêt de cette exposition peut régler le problème. Et puis les vascularites des maladies de système, rappelez-vous du lupus érythémateux systémique, il peut donner une vascularite. Et bien sachez que là aussi, quand on a une vascularite, on va devoir chercher des connectivites. Les principales maladies qui sont pourvoyeuses de vascularite sont le lupus, la dermatomyosite, que vous allez voir dans les autres chapitres d'immunopathologie, la polyarthrite rhumatoïde que vous allez voir au cours de rhumatologie, vous avez déjà vu, et la maladie de Gougerot-Sjogren que vous allez voir aussi avec des collègues en module d'immunopathologie, d'immunologie. En pratique, mon patient n'est pas connu porteur d'une vascularite, donc c'est à moi de poser le diagnostic de vascularite. Il va arriver chez moi avec un certain nombre de signes et suite à ces signes, je vais devoir répondre à un certain nombre de questions. La première question, s'agit-il d'une vascularite? Donc je dois suspecter, je dois affirmer le caractère inflammatoire. Deuxième question, c'est écarter les diagnostics différentiels, c'est-à-dire il y a une atteinte vasculaire, il va falloir dans un premier temps regarder est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est bien inflammatoire, est-ce que c'est pas autre chose autre que l'inflammation, et puis éliminer justement ces fameuses causes secondaires, à savoir l'infection, la néoplasie, le médicament et les maladies de système et les connectivites. Et une fois on a éliminé le secondaire et retenu le primitif, à ce moment-là, on va devoir classer est-ce que c'est gros vaisseau, moyen vaisseau, petit vaisseau, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir traiter notre patient correctement. Suspicion d'une vascularite, vascularite systémique, ça veut dire qu'il y a des manifestations systémiques d'ordre général, la fièvre par laquelle on commence, et puis bien sûr les autres manifestations, notamment l'asthénie, l'amaigrissement, l'anorexie. Je vous passe la liste, donc vous l'avez devant vous. Alors, on a parlé de vascularite gros vaisseau, vascularite petit vaisseau. Quand on a logiquement une vascularite des gros vaisseaux, on a des manifestations d'ordre ischémique,
parfois d'ordre hémorragique. Donc, comme j'ai dit, il y a de la sténose, il y a de la thrombose, il y a de l'anévrisme. Donc, quand on a une vascularite des gros vaisseaux, eh bien, on va tout simplement avoir des manifestations d'abord, comme j'ai dit, d'ordre ischémique hémorragique, mais aussi des cordons artériels indurés. On va avoir peut-être une abolition des peaux. Il y a des maladies qui sont caractérisées par une abolition du pot. Et puis il y a le fameux souffle à l'auscultation. On pose le stéto et on voit que le flux n'est plus laminaire, c'est un flux qui est turbulent et ça donne ce souffle à l'auscultation. Et la traduction palpatoire de ce souffle, c'est le trill, c'est-à-dire on pose le doigt, la main, et on voit qu'il y a un frémissement sous la main. C'est tout simplement, comme j'ai dit, la traduction tactile, la traduction palpatoire du souffle auscultatoire. Voilà, ça c'est les signes évocateurs d'une vascularite des gros vaisseaux, et puis il y a les signes évocateurs d'une vascularite moyen vaisseau et aussi les petits vaisseaux. À commencer par le purpura. Rappelez-vous que quand on a un purpura, on fait le taux de plaquettes et on fait un test pour la fonctionnalité plaquettaire, et quand on a les deux qui sont normaux, bien, tout simplement, on va retenir aussi sur le caractère déclive, sur le caractère nécrotique infiltré, la présence d'une vascularite, d'un purpura vasculaire. Alors, il y a le purpura vasculaire, il y a le livédo, il y a l'urticaire, les nodosités, les ulcérations. Le livédo, c'est quoi? C'est un aspect bleuâtre, violacé, en maille de filet. On va voir l'image dans la plaque suivante. L'urticaire, là aussi, c'est des plaques papuleuses qui sont généralement prurigineuses. Les nodosités sous-cutanées, bien sûr, les ulcérations, c'est les pertes de substance. Alors regardez, ça c'est le purpura vasculaire qui est un purpura déclive, généralement membre inférieur, qui est infiltré. Donc quand on passe la main, on n'est pas dans un caractère plan, mais un caractère plutôt papuleux infiltré. Vous voyez bien qu'il y a des zones noires par endroit, il y a des ulcérations par endroit. Ça c'est caractéristique du purpura vasculaire. L'aspect bleuâtre violacé en maille de filet, c'est ce qui est devant vous. Il y a l'urticaire là aussi, comme je vous ai dit. Et l'idéal ici, c'est quand on a des lésions comme ça, il ne faut pas hésiter à faire la biopsie. Quand on fait la biopsie, eh bien, on tombe sur la présence de la vascularite avec l'infiltrat inflammatoire et souvent de la nécrose fibrinoïde, donc à l'examen histologique. Alors, il faut retenir une triade, atteinte cutanée, atteinte neurologique, atteinte rénale dans les vascularites des petits vaisseaux. Et l'atteinte neurologique, c'est essentiellement une atteinte d'ordre périphérique. Elle peut être centrale également. Donc, la principale atteinte, c'est les multinévrites, ou ce qu'on appelle la mononeuropathie multiple, c'est-à-dire c'est une atteinte asymétrique des nerfs périphériques, généralement successive dans le temps. Ce n'est pas bilatéral et symétrique et ça ne s'installe pas de la même, au même moment. Donc c'est ce qui différencie la multinévrite de la polyneuropathie. Il y a les manifestations rénales et logiquement, si on a une atteinte de l'artère rénale, ça va être de l'hypertension artérielle rénovasculaire. Rappelez-vous qu'on va avoir une sténose de l'artère rénale, donc il y aura de l'hypertension artérielle rénovasculaire. Il y a l'atteinte microvasculaire, donc les petits vaisseaux, et on sait très bien que la structure de base, c'est le glomérule, et le glomérule, c'est tout simplement une artère afférente, une artère efférente et des anses vasculaires. Donc quand on a une vascularite rénale, eh bien ça va se manifester soit sur mode hypertension artérielle rénovasculaire, soit sur un mode néphropathie glomérulaire, si ce n'est pas les deux. Les manifestations digestives, aussi une manifestation pronostique en termes de vascularite. Quand on a quelqu'un qui fait de la vascularite mésentérique, c'est quelque chose qui assombrit considérablement le pronostic. Les manifestations cardiaques, de la même manière, c'est une atteinte pronostique. Alors, on a des manifestations qui font évoquer la vascularite. Maintenant, on va devoir affirmer la présence de vascularite et bien entendu un simple raisonnement va nous permettre de trancher. Quand on a une vascularite des gros vaisseaux, généralement on n'a pas la possibilité de faire une biopsie vasculaire, sauf si on a affaire à un malade qui a été opéré, et donc c'est l'imagerie qui nous permet de mettre en évidence l'épaississement de la paroi vasculaire, les anévrismes, les thromboses, tout ça.
Les examens qui explorent les vaisseaux sont connus. Il y a l'écho Doppler, il y a l'angiographie, l'angioscanner, l'angio-IRM, l'artériographie, historiquement l'examen de référence, et comme j'ai dit, une biopsie lorsque l'occasion se présente, et elle se présente quand même rarement, sauf dans la maladie de Horton, on va le voir, où la biopsie de l'artère temporale est un examen essentiel pour le diagnostic. Et puis il y a la vascularite des petits vaisseaux, et là on va commencer par la peau. À chaque fois que vous avez un petit signe, aussi minime soit-il, sur la peau, ne pas hésiter à biopsier, parce que vaut mieux poser le diagnostic sur une peau, sur une biopsie cutanée, que sur une biopsie nerveuse, encore moins sur une biopsie rénale, vu la gravité, l'agressivité de ces deux examens. Et puis bien sûr, il y a le syndrome inflammatoire. Alors, on a évoqué la vascularite, on a affirmé ou on a confirmé la vascularite, gros vaisseau ou petit vaisseau. Maintenant, reste à écarter les autres causes d'atteinte vasculaire et puis les causes secondaires de vascularite secondaire. Les autres causes d'atteinte vasculaire, c'est tout ce qui peut donner une atteinte fonctionnelle ou morphologique du vaisseau, cardiopathie emboligène, donc des cardiopathies qui vont entraîner formation d'emboles, et ces emboles vont être éjectés et vont arriver à un vaisseau et vont tout simplement bloquer totalement la circulation. Les microangiopathies thrombotiques qu'on a vues dans d'autres chapitres auparavant, c'est ces fameuses maladies qui sont caractérisées par une activation de la cascade hémostase primaire avec, comme le nom l'indique, des petits vaisseaux qui vont subir une agression endothéliale avec activation de la cascade du thrombus blanc, et c'est ce qui explique pourquoi on a des manifestations d'ordre ischémique, une atteinte rénale, une atteinte neurologique, des schizocytes parce qu'il y a les globules rouges qui vont venir contre ces petits thrombis et qui vont éclater, et c'est pour ça qu'on a au frottis ce qu'on appelle les schizocytes qui sont les globules rouges fragmentés. Et puis bien entendu il y a l'anémie parce que justement ces globules rouges ont été ont éclaté en contact avec ces thrombis, et la thrombopénie parce que les thrombis vont consommer justement les plaquettes et on aura une thrombopénie de consommation. Les thrombophilies, cause majeure aussi des thromboses artérielles et vasculaires de manière générale, une tendance constitutionnelle à faire cailloter le sang. L'athérosclérose, tout le monde la connaît, et ne pas oublier la carence en vitamine C, une cause banale qui peut donner des conséquences sévères, donc toujours ayez en tête la carence en vitamine C. On a écarté les autres causes d'atteinte vasculaire, on va écarter maintenant, essayer d'écarter ou de retenir une vascularite secondaire, et comme j'ai dit, on cherche l'infection, on cherche la connectivité, on cherche l'affection maligne, et on fait un interrogatoire minutieux à la recherche de vascularite médicamenteuse. Une fois on a fait tout ça, on arrive au stade de dire que c'est une vascularite petit gros vaisseau, que c'est une vascularite qui n'est pas secondaire, et donc c'est une vascularite qui est primitive, et à ce moment-là on se rabat sur la classification de Chapelle-Hill et on va voir est-ce qu'on est dans le Horton, dans le Takayasu, est-ce qu'on est dans le gros vaisseau, est-ce qu'on est dans le moyen vaisseau, est-ce qu'on est dans les petits vaisseaux. Sachez qu'il y a des éléments qui vont nous aider à raisonner, à catégoriser notre vascularite, et ces critères ne sont autres que d'abord la nature des atteintes, puis le type histologique de la vascularite, ensuite un anticorps classique et central dans les vascularites primitives, c'est les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. On va essayer de développer tout ça au fur et à mesure. Alors les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles par immunofluorescence, c'est tout simplement ce qu'on a vu pour les anticorps antinucléaires dans le lupus, mais là ce n'est pas une fluorescence nucléaire, c'est une fluorescence cytoplasmique, et on distingue ainsi ce qu'on appelle les C en K et les P en K. C pour cytoplasmique, c'est-à-dire la fluorescence elle est cytoplasmique diffuse. P en K, P pour périnucléaire, c'est une fluorescence qui est accentuée, voire exclusive dans la périphérie ou à la périphérie du noyau. Alors on passe aux critères diagnostiques des vascularites, et ça nous permet de regarder un petit peu de faire défiler les différentes vascularites de la classification de Chapelle-Hill et de regarder les principales caractéristiques. Et on commencera par la maladie de Horton. Regardez ce qui est en rouge.
un patient qui est généralement âgé. La maladie d'Orton, c'est une pathologie du sujet âgé. Souvent, il y a un syndrome céphalique, il y a un syndrome articulaire, il y a un syndrome général. Et retenez qu'en pratique, tout patient qui est âgé, qui a des céphalées, donc des céphalées du sujet âgé, une atteinte articulaire du sujet âgé, notamment quand c'est une atteinte qui touche les ceintures, ce qu'on appelle la pseudopolyarthrite rhizomélique, une atteinte articulaire des ceintures, si on a une atteinte inflammatoire du sujet âgé, ça c'est des choses, c'est des situations qui doivent faire penser à une maladie de Orton et faire une biopsie de l'artère temporale. Donc retenez céphalée sujet âgé, VS accéléré ou syndrome inflammatoire sujet âgé, atteinte articulaire du sujet âgé, tout ça doit faire penser à la maladie de Orton et faire une biopsie de l'artère temporale. Maladie de Takayasu, aussi une vascularite des gros vaisseaux, et cette vascularite, elle va toucher non pas le sujet âgé, mais le sujet jeune, notamment la femme jeune. On a des cas masculins, mais c'est essentiellement la femme jeune. C'est une maladie de l'aorte et de ses branches, et là aussi en rouge, vous avez les éléments les plus importants. Vous avez tout ce qui traduit des manifestations ischémiques, donc la claudication des membres, donc l'arrêt à la marche au-delà d'un certain périmètre, la diminution des peaux, et d'ailleurs quand on examine ces patientes, on a tendance à avoir des abolitions du peau, voire une disparition des peaux. C'est pour ça qu'on appelle la maladie Takayasu la maladie des femmes sans peau. Avoir de la sténose d'un côté et pas de l'autre peut donner lieu à des différences dans la pression artérielle selon les côtés. Là aussi, quand on a une sténose, on peut avoir un souffle, un trill, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, bien entendu, on fait l'imagerie qui est un examen indispensable pour le diagnostic de maladie de Takayasu. C'est une imagerie, cartographie complète de l'aorte et de ses branches pour chercher le rétrécissement ou l'occlusion. Je passe rapidement sur la périartérite noueuse, juste pour dire que là aussi, les manifestations sont très polymorphes. Retenez qu'il y a de la vascularite à la biopsie, que c'est une vascularite des moyens vaisseaux, qu'on va avoir essentiellement de la sténose ou des anévrismes, et que les manifestations, comme j'ai dit, sont très polymorphes. On peut avoir des manifestations cutanées, musculaires, neurologiques, cardiaques, rénales, et la liste est longue. Les vascularites en K+, donc les maladies qui sont caractérisées par la positivité de ces anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Rappelez-vous, 3 maladies, maladie de Wegener, syndrome de Churg-Strauss et la polyangéite microscopique. Et là, je vais vous donner un peu l'essentiel de ces 3 maladies, donc de chacune de ces 3 maladies. Retenez que dans la maladie de Wegener, on a la triade ORL, poumon, rein, avec les C en K. ORL, poumon, rein, plus C en K. Et bien sûr, quand on fera la biopsie, on tombera sur une vascularite nécrosante avec du granulome. Ça, c'est la maladie de Wegener. Churg-Strauss ou vascularité éosinophilique, comme son nom l'indique, retenez asthme et éosinophilie. Et quand on fera la biopsie, on va trouver ces éosinophiles en périvasculaire. Et quand on fera les ENCA, c'est beaucoup moins fréquent que dans le Wegener, mais ça existe, 40-50% des cas. Et ce ne sont pas des C en K, mais c'est des P en K. Donc Churg-Strauss, asthme, éosinophilie, biopsie avec des éosinophiles et un infiltrat, donc de la vascularite, non pas avec un granulome comme le Wegener, mais avec des éosinophiles. Et quand on fera les ENCA, ça sera positif de type P en K. Polyangéite microscopique, c'est une atteinte essentiellement pulmonaire et rénale. Là aussi, la vascularite est là, à la biopsie. Il n'y a pas de granulome, il n'y a pas d'éosinophile. Ça permet d'écarter un tout petit peu la maladie de Wegener et le syndrome de Churg-Strauss. Et là aussi, comme le syndrome de Churg-Strauss, il y a les P en K. Donc voilà, donc la polyangéite microscopique, vous aurez l'atteinte pulmonaire et rénale avec, c'est ce qui fait d'ailleurs la gravité de la maladie, la biopsie avec de la vascularite sans éosinophile et sans granulome, et les P en K lorsqu'on cherche bien sûr les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Donc ça, c'est les principales entités vascularites, gros, moyen et petits vaisseaux. J'ouvre une parenthèse juste pour la cryoglobulinémie pour dire que, comme son nom l'indique, là aussi le diagnostic est posé par la mise en évidence de la cryoglobuline,
que dans le purpura rhumatoïde, c'est une maladie essentiellement de l'enfant, mais qui existe également chez l'adulte. Elle est caractérisée par la tétrade, pas la triade, mais la tétrade, atteinte articulaire, atteinte digestive, abdominale, atteinte cutanée et atteinte rénale, avec à la biopsie de la vascularite, avec à l'immunofluorescence des dépôts d'IgA, et puis bien sûr la vascularite leucocytoclasique médicamenteuse. Qu'en est-il des principes thérapeutiques? Naturellement, si j'ai retenu une vascularite secondaire, je vais devoir traiter la cause. Un médicament, je l'arrête. Une infection, je la traite. Une maladie de système, je la refroidis. Une néoplasie, bien sûr, je mets les traitements adéquats et nécessaires. Et puis, les vascularites primitives, ça relève des corticoïdes immunosuppresseurs de la même manière. Et ce tableau vous résume comment on procède. Quand on a une maladie de Horton, on commence par les corticoïdes, l'aspirine, et puis en deuxième intention, quand on a une corticorésistance ou une corticodépendance, on fait de l'immunosuppression. Takayasu, c'est un petit peu la même chose, donc finalement on traite le Horton et le Takayasu un petit peu sur les mêmes principes et un peu de la même manière. La périartérite noueuse, également de la même manière, en associant d'emblée les immunosuppresseurs quand on a des atteintes graves de type rénal, de type cardiaque, de type neurologique ou de type digestif. La périartérite noueuse, elle est souvent associée, donc en tout cas associée dans un bon nombre de cas au virus B. Et quand on a cette entité PAN, donc périartérite noueuse virus B, il va falloir mettre de la corticothérapie, mais aussi, et logiquement, le traitement antiviral, anti-VHB et la plasmaphérèse, cet échange plasmatique qui permet de remplacer le plasma du malade donc de libérer le malade justement de son plasma qui lui est toxique avec plein de cytokines et d'anticorps qui sont néfastes pour ses organes. Les vascularites en cas+, Wegener polyangite microscopique, vu que les atteintes sont sévères et la tendance à la rechute elle est plus importante, elle est souvent la règle. On commence d'emblée par les immunosuppresseurs parce qu'on sait que quand on mettra que les corticoïdes, ça ne va pas pouvoir arranger les choses et à ce moment-là, on va devoir mettre les immunosuppresseurs. Donc autant les mettre maintenant pour ne pas se retrouver justement avec des atteintes qui sont gravissimes. Et le Churg-Strauss, il rechute un peu moins que le Wegener et la polyangite microscopique et c'est pour ça qu'on opte pour le Churg-Strauss pour une corticothérapie seule au départ et on réserve justement les immunosuppresseurs aux situations où on a une corticorésistance ou une corticodépendance. Un mot sur la cryoglobulinémie, là aussi quand on a une cryoglobulinémie, cherchez deux causes. Première implication, c'est la cause virale, le virus C. La deuxième cause néoplasique, donc si on vous pose la question, les deux principales causes de cryoglobulinémie, vous allez dire virus C et lymphome. Voilà, en résumé, il s'agira, comme j'ai dit, d'évoquer d'abord la vascularite sur la présence de signes vasculaires, sur la présence d'inflammation. Une fois on a évoqué cette vascularite, on va se poser la question quel calibre? Les gros vaisseaux, s'agit-il des gros vaisseaux? S'agit-il des petits, moyens vaisseaux? Et bien sûr, la sémiologie clinique et l'approche syndromique, elle est importante. Quand on est dans les phénomènes ischémiques, hémorragiques, on est dans les gros vaisseaux. Quand on est dans des phénomènes plutôt microvasculaires, pour un système nerveux, tube digestif ou encore le cœur, on est vers les petits vaisseaux. La confirmation du gros vaisseau, elle est basée sur la radiographie, la radiologie, pas la radiographie, la radiologie, c'est-à-dire le Doppler, la TDM, l'IRM, l'angiographie. La confirmation des petits vaisseaux inflammatoires, c'est la biopsie bien sûr, en commençant par le moins agressif, à savoir la peau. Et si on n'a pas le choix, on va vers d'autres sites, notamment le système nerveux, la biopsie nerveuse et la biopsie rénale ou d'autres sites s'ils existent. Une fois on a confirmé la vascularite, on va éliminer une vascularite secondaire et les autres causes d'atteinte vasculaire. Et quand on dit vascularite secondaire, s'agit-il oui ou non d'une infection? S'agit-il oui ou non d'une néoplasie? S'agit-il oui ou non d'un médicament? S'agit-il oui ou non d'une maladie de système? Si on arrive à retenir une cause, c'est bon, on va traiter la cause et le problème sera réglé généralement. Si on ne trouve pas de cause identifiable, eh bien on sait qu'à ce moment-là, on est dans une vascularite primitive et à ce moment-là, on s'attaque à la classification de Chapelle-Hill et on va
À ce moment-là, essayez de trancher, s'agit-il d'un Horton Takayasu, s'agit-il d'une périartérite noueuse, d'un Kawasaki chez l'enfant, ou encore d'une vascularite en K+, Wegener, Churg-Strauss, polyangite microscopique, ou encore d'un purpure rhumatoïde ou d'une cryoglobulinémie. Voilà, c'est tout, je vous remercie.